Mesdames et Messieurs les membres de la Commission électorale nationale de l'homme, Mesdames et Messieurs, à l'initiative de la Cour constitutionnelle, le séminaire d'impréation aux lois électorales s'ouvre aujourd'hui. Il était important que les organes en charge de l'élection législative puissent maîtriser, parce que, ayant échangé sur le contenu des lois électorales, la loi portant charte des partis politiques, la loi portant code électoral, de la qualité de la compréhension des fondements de l'organisation des élections dépend la qualité de ces élections. Et c'est pour cela que je voudrais, au nom de la Cour constitutionnelle, vous souhaitant la bienvenue dans cette salle, appeler votre attention sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le service de la nation. L'essentiel, c'est le devoir que chacun de nous a de rassurer notre opinion, de rassurer les électeurs. En vous réitérant les remerciements de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs, nous prononçons l'ouverture du séminaire d'impréation aux lois électorales organisées par la Cour constitutionnelle. Je vous remercie. Ces dispositions concernent bien entendu la participation à ces élections, qui sont les électeurs, qui sont les personnes qui peuvent être éligibles, la qualité, l'organisation de ces élections avec les organes, la répression des infractions, parce qu'il y a maintenant un droit pénal des élections, avec des dispositions spécifiques, avec des incriminations spécifiques, la proclamation des résultats, dont on trouve des dispositions à la fois dans la loi portant code électoral et dans d'autres textes, le contentieux. L'essentiel des dispositions se trouve dans le code électoral. Mais les lois électorales ne sont pas contenues uniquement dans le code électoral. Il y a la Constitution, l'organisation des élections législatives, présidentielles. Il y a les lois organiques de certaines institutions, notamment la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'accès aux médias en période électorale. Il y a le code pénal. On sera attentif. Ce n'est pas notre rôle, les institutions qui sont ici, mais ceux qui ont la charge d'assurer donc la répression des infractions. On sera attentif à la fois au code électoral dans cette disposition pénale, mais aussi au code pénal qui contiennent certaines dispositions qui saisissent les élections. Et puis, ces lois sont caractérisées par leur hétérogénéité. Ils ne sont pas homogènes. Le code électoral a voulu fournir l'effort de l'homogénéité. Bien, c'est une sorte d'arlésienne, l'homogénéité en matière de disposition électorale. Il y a nécessairement, compte tenu de la dispersion dans différents textes, des dispositions hétérogènes. Et leur instabilité. Évidemment, le souci avec le code électoral dont nous allons parler bientôt, c'est un peu de régler la question de l'instabilité. Mais bon, on va ouvrir la parenthèse et la fermer. En matière électorale, l'instabilité peut-être pas à évacuer totalement. Et c'est pour ces raisons qu'il ne peut pas être présenter l'ensemble de la législation électorale. Donc nous ne pouvons pas, dans le cadre de cette discussion, dire que nous allons présenter l'ensemble de la législation en matière électorale.
On va déjà évoquer la législation sur les partis politiques contenue dans la loi du 17 septembre 2018 sur la charte des partis politiques. Pourquoi? Parce qu'elle intéresse l'organisation des élections. L'article 5 de la Constitution disposant que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et nous avons cette loi qui organise les partis politiques, qui a le statut des partis politiques et qui décide dans son article 44 alinéa 2 que les alliances électorales ne sont pas autorisées à présenter des listes électorales. C'est en cela que l'attelage loi charte des partis politiques et code électoral est nécessaire. C'est une de ces dispositions. Donc les vrais acteurs de la dévolution du pouvoir sont pour une large part les partis politiques parce que désormais les candidatures doivent être faites dans le cadre des partis politiques. Alors la charte des partis politiques fixe donc les principes généraux qui fondent l'animation des partis politiques, dispose de la création, de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques, établit les outils d'animation politique tels que les médias, les écoles des partis, prescrit des sanctions en cas de violation. Les organes, surtout les institutions qui sont ici ne sont pas intéressées par ça, sauf la Cour suprême, qui est le vrai juge du contentieux, en réalité, de la création des partis politiques, de leur fonctionnement, à travers donc les chambres administratives des tribunaux de première instance jusqu'en matière de cassation, la Cour suprême. Évidemment, on retiendra que pour l'essentiel, voilà, le contentieux administratif de la création a été instauré et vise à renforcer les partis d'envergure nationale en posant les règles de leur financement public ou privé. C'est l'essentiel qu'on peut retenir en ce qui concerne la charte des partis politiques, en mettant bien dans le réfrigérateur la disposition de l'article 44 alinéa 2 qui intéresse directement l'organisation des élections tant à la qualité des candidats. Et donc, nous allons plutôt nous attarder sur la loi portant code électoral, la loi adoptée le 9 octobre 2018. On se rappelle donc que le Bénin a célébré son premier code électoral en 2013. Ce n'est pas parce que le Bénin n'avait pas de loi électorale, on l'a dit tantôt, seulement parce que le cadre juridique était caractérisé par une multitude de lois votées, entièrement ou amendées, et dont la mise en œuvre était soumise à des dérogations politiquement orientées. Il y avait une inflation de dérogations. La preuve, pour 5 élections présidentielles et 7 élections législatives, le Bénin avait connu entre 1990 et 2013 une vingtaine de lois dérogatoires. Chaque fois, il y a des dérogations. Et la plupart de ces lois étaient adoptées à la veille de chaque élection. Il ne restait en vigueur que pour l'élection pour laquelle la loi avait été adoptée. Donc les lois électorales étaient devenues des étincelles qui ne durent pas longtemps pour éclairer tout aussi durablement. Ce qui est présenté, ce sont des éléments de rappel. Vous pouvez, voilà. Voilà. Donc il y a tellement de lois dérogatoires qui ont été adoptées et qui justifient en 2013 l'avènement du code électoral. Grosso modo, on a 395 articles qui constituent les réponses et qui sont déclinés dans un livre préliminaire à titre unique et à article unique. C'est un livre de définition des concepts en usage en matière électorale. Après, le code a été conclu par un livre 7 des dispositions diverses et finales, c'est classique. Mais entre le livre 1 et le livre 7, les livres 2 à 6 portent successivement sur les règles communes à toutes les élections en République du Bénin. L'appurement, la correction, la mise à jour, l'actualisation du fichier électoral. Deux observations donc. La première, c'est que le code est un code électoral dans le sens dans un sens beaucoup plus large, parce que au fond, nous avons les règles
relative à l'établissement et à l'actualisation de la liste électorale, qui ne sont pas encore des élections. Donc, on a étendu, on a intégré dans le code l'établissement de la liste électorale, son actualisation et des dispositions spécifiques donc, aux élections. Mais deuxième observation, ce code-là comporte bien des dispositions pénales. Donc, il y a un droit pénal électoral auquel les juridictions de fond en matière pénale à l'occasion de ces élections auront sans doute recours en lien aussi avec le code pénal qui vient d'être promulgué, qui est entré en vigueur. Bien, donc, mais nous n'allons pas donc de manière exhaustive mettre en lumière tout ce qui relève de l'innovation au regard des dispositions éprouvées de l'ancien code. Alors, on va faire un constat majeur et ce constat est de relever que ce sont surtout les règles de la participation aux élections, d'une part, et les règles relatives à l'organisation des élections qui ont retenu l'attention du législateur en ce qui concerne la nouvelle loi électorale, le nouveau code électoral 2018. Sur le renouvellement des règles de la participation, ce renouvellement porte sur les candidatures, d'une part, d'autre part, sur la garantie de la crédibilité de la candidature. Ce sont les questions relatives au cautionnement. Et le troisième part, sur la campagne électorale. Oui. Sur la candidature aux élections. Alors, c'est un peu plus fin. On va mettre l'accent sur ce qui est souligné. C'est au niveau des pièces à fournir et la procédure de dépôt des candidatures qui ont été modifiées. L'intérêt, ce sont les articles 45 et 46 du code électoral. Premièrement, la déclaration de candidature doit comporter les noms et prénoms, ça on le sait. Elle est accompagnée nécessairement de la quittance de versement au trésor public du cautionnement prévu pour l'élection concernée. La question est en débat pour ceux qui suivent les informations. Deuxièmement, je passe sur ce que nous avons déjà dans le code antérieur, un quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection, attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. Et, troisième élément, aucune modification ne peut se faire après dépôt. Ce sont les 3 éléments qui paraissent essentiels à souligner. Donc, les pièces à fournir désormais, hormis les autres pièces connues, une quittance de versement au trésor public, cautionnement prévu pour l'élection concernée, un quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'élection, et puis surtout, aucune modification ne peut se faire après dépôt. Donc, voilà le résumé. La preuve préalable, la preuve du paiement préalable du cautionnement, donc la quittance de versement, etc., doit se faire au moment du dépôt. Et l'organe en charge des élections procède à ce constat-là. Avant de délivrer le récépissé définitif. Aucune modification ne peut se faire sur les listes de candidatures après le dépôt de cette liste. Donc il n'y a pas de dépôt sous réserve introduit après des corrections et d'apporter d'autres pièces. Et puis le quitus fiscal ne concerne plus uniquement le candidat à l'élection présidentielle, comme cela se faisait dans le droit antérieur, mais il est exigé pour les candidats aux élections législatives. Et puis, il y a aussi, j'avais manqué de le mentionner, la déclaration sur l'honneur et l'attestation d'investiture du candidat délivrée par le parti ne sont plus exigés comme pièce du dossier de candidature. Voilà. Deuxième élément qu'il importe de souligner, c'est la garantie de la crédibilité de la candidature. Si le législateur prescrit un cautionnement, c'est pour mesurer la crédibilité de la candidature.
et cette crédibilité de la candidature a une garantie, on va dire, pécuniaire, financière, c'est voilà, les sommes à verser au trésor public. Ce sont les articles 233 et 272 du Code électoral. Le montant, dit l'article 233, du cautionnement à verser par le candidat à l'élection présidentielle est de 10% du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Ce montant est versé auprès du directeur du Trésor ou auprès d'un receveur percepteur du Trésor qui permettra au directeur du Trésor, qui transmettra au directeur du Trésor. Ce cautionnement est remboursable au candidat s'il a obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. C'est classique, mais c'est précisé ici. Et l'article 272, le montant du cautionnement à verser par candidat titulaire aux élections législatives est de 10% du montant autorisé, maximum autorisé pour la campagne électorale. Le cautionnement total par liste de candidats est versé auprès du trésorier payeur du Bénin ou auprès d'un receveur percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier payeur. Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques dont les listes auront recueilli 10% au moins des suffrages exprimés sur l'ensemble du territoire. Regardez, cette disposition a un lien avec la disposition sur l'article 242 du Code électoral, on en reviendra. Voilà. Donc, on va dire déjà que si on n'a pas 10%, on ne participe pas à la distribution des sièges et on ne se fait pas rembourser le cautionnement dont on verse. Alors, commentaire, c'est très simple. Hein. Les montants en question sont désormais de 249 millions, tout calcul fait, pour chaque liste de candidature aux élections législatives et 250 millions pour chaque candidature à l'élection présidentielle. Et toutes ces dispositions ont été prises pour renforcer la qualité de la participation. Les résultats attendus pour la démocratie ne seront pas atteints si l'organisation des élections elle-même n'était pas améliorée. Alors, par le passé, c'était seulement 500 000 francs, mais on n'insiste pas. Allons-y. En ce qui concerne la campagne électorale, c'est d'abord le délai dans lequel les dons aux fins de propagande sont interdits qui a été rallongé. Et donc, de ce point de vue, cette loi est plus sévère que la loi ancienne. Ensuite, le montant des dépenses autorisées pour la campagne a été modifié à la hausse en ce qui concerne les élections législatives. Les modalités de remboursement ont aussi été touchées. Enfin, un rattachement, on a assisté à un rattachement des frais de cautionnement à 10% du montant maximum autorisé pour les dépenses de campagne. Donc, pas un rattachement à une fixation des frais de cautionnement qui a été fait. Sur le délai d'interdiction des dons aux fins de campagne, avant c'était 6 mois. L'article 63 du Code dispose désormais que les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'ordre de tissu, de t-shirt, etc., objets utilisés à l'effigie de candidats ou symboles des partis, ainsi que leur part, leur port et leur utilisation, les dons et libéralités, etc., à une commune, désormais c'est 12 mois. 12 mois avant l'élection, avant tout scrutin et jusqu'à son terme. Et le montant des dépenses et leur remboursement, ces montants sont fixés pour ce qui concerne les élections législatives, 15 millions de francs. De 15 millions, ce montant pour les élections législatives est passé à 30 millions de francs CFA. Plus simple, donc au double. Nous n'allons pas insister sur le texte. Voilà pour ce qui concerne la participation aux élections, l'essentiel que nous pouvons obtenir. Mais en ce qui concerne la rationalisation de l'organisation, ça,
c'est la Commission électorale nationale autonome, connu quelques adaptations, et l'organisation du scrutin et son dénouement ont subi quelques ajustements. Donc nous allons nous intéresser d'abord aux adaptations appliquées à la Sénat, qui touchent à ses attributions et qui touchent au fonctionnement de la Sénat. Sur donc, les adaptations, les réformes visant les attributions de la Sénat, tantôt les attributions ont été élargies, tantôt elles ont été amputées, enfin certaines ont été recadrées. Hein? Sur l'élargissement, on a bien vu désormais que avec la création au profit de la Sénat de 2 nouvelles attributions. Voilà. Cet organe a toujours été en charge de l'organisation des élections, mais dans la loi 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, il était ici prévu à l'article 13 que les élections sont gérées par une structure administrative permanente dénommée la Sénat. Désormais, on ajoute à ces prérogatives, premièrement, le suivi des partis politiques, deuxièmement, le financement des publics des partis politiques. Le financement sera géré par la Commission électorale nationale, autonome, ainsi que le suivi des partis politiques. Donc ce sont les 2 nouvelles attributions qui ont été conférées par la loi à la Commission électorale nationale autonome. Mais l'amputation vient de ce que la Sénat n'a plus la charge de l'organisation des élections locales. On va retenir ça. Le code électoral a renvoyé à un décret les dispositions relatives à l'organisation des élections locales. Comprenons-nous bien, la Sénat continue d'avoir la charge de l'organisation des élections communales et municipales, mais locales, on va dire chef de quartier, village, etc. Non. Alors, et puis enfin le recadrage. La Sénat ne centralise plus seulement les résultats des élections législatives, mais elle les compile. Donc le législateur nous renvoie en classe de langue, nous demande désormais de faire une distinction entre centralisation et la compilation. Donc vous voyez l'article 16, la Commission électorale nationale autonome centralise les résultats, c'est l'ancien code, hein, centralise les résultats des élections législatives. Et après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Sénat les transmet à la Cour constitutionnelle pour vérification de leur régularité. Et le nouveau code dispose plutôt que la Commission électorale nationale autonome compile les résultats certifiés au niveau des arrondissements. On aura des débats tout à l'heure sans doute. Des élections législatives et présidentielles. Après cette compilation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome les transmet à la Cour constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs. Donc, la modification ne paraît pas assez perceptible, mais quand même tout aussi fondamentale. Compiler, semble-t-il, c'est mettre ensemble, bien entendu. Compiler, c'est mettre ensemble. Centraliser, c'est réunir dans un même centre. Voilà. Exactement. On peut remonter, on va revenir sur les dispositions après. Et le législateur a tenté de donner un sens juridique à ce que classiquement la Sénat fait. Mais on verra bien dans les débats. On peut remonter. Sur le fonctionnement de la Sénat,
de légères modifications affectent le fonctionnement de la Sénat au niveau central. Hein. Il y a la réforme de la procédure de révocation des commissaires pour faute grave et la dénomination des démembrements centraux de la Sénat. Sur la révocation, on a l'ancien et on a le nouveau. En cas de faute grave commise, l'ancienne disposition, les membres de la Sénat peuvent être relevés de leurs fonctions par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée nationale, suite à une enquête parlementaire. Le nouveau texte dit, en cas de faute grave commise, constatée par décision de justice, là les juges interviennent, les membres de la Sénat sont relevés de leurs fonctions par décret pris en Conseil des ministres. Il est aussitôt pourvu à leur remplacement selon la procédure prévue à l'article 20. Donc la commission parlementaire est exclue, il n'y a plus d'enquête parlementaire et le juge intervient désormais pour constater l'existence de la faute lourde. Et après, la révocation est prononcée par le gouvernement, mais cette révocation, il y a une sorte d'automaticité après le constat fait effectué par le juge et la décision du gouvernement. En ce qui concerne la dénomination des démembrements centraux, on ne parle plus de cellules, on parle désormais de direction. Ce sont des modifications, on ne va pas dire mineures, mais de nature administrative. La réforme de la Sénat touche enfin la composition de ces démembrements à la base, c'est-à-dire les coordinations. Le siège, c'est l'article 29, alinéa 3 du Code. Le coordonnateur est désigné parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les greffiers en chef et les greffiers encore en service ou à la retraite, les administrateurs civils en fonction ou à la retraite, les administrateurs électoraux, parce qu'on en a un certain nombre maintenant dans le pays, il y a eu des formations dans ce sens-là, et à défaut parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ou à la retraite. Le souci sans doute c'est la professionnalisation de l'organisation du scrutin. Nous y voilà, le scrutin. Quelques vues nouvelles sur le déroulement du scrutin et quelques vues nouvelles sur le dénouement du scrutin. Allons-y. Le déroulement du scrutin. Des modifications portant sur le vote sont au nombre de 3. La première, le nombre des membres de postes de vote est réduit de 2 personnes, que ce soit pour les élections ordinaires ou pour les élections jumelées. Le siège, c'est l'article 117 du Code électoral. Le poste de vote est tenu, selon qu'il s'agit d'élections ordinaires ou d'élections couplées, respectivement, par 3 ou 5 personnes. Et puis, en cas de couplage, le poste de vote est composé d'un président et de 2 assesseurs. Donc, voilà. Allons-y. Deuxièmement, pour éviter les contestations qui naissent entre le poste de vote et l'arrondissement quant au pli à envoyer, le législateur a désormais précisé que les plis scellés à envoyer immédiatement au chef-lieu d'arrondissement doivent être placés dans l'urne scellée. Le fondement, c'est l'article 104. Les plis scellés sont placés dans l'urne scellée et immédiatement acheminés au chef-lieu de l'arrondissement pour être remis entre les mains du coordonnateur d'arrondissement par le président du poste de vote, accompagné de ses assesseurs. Et puis, une nouvelle répartition des procès-verbaux de centralisation, le mot centralisation revient quand même, a été organisée par l'article 104 du Code électoral. Et cette répartition est contenue dans les dispositions, ce sont des questions administratives dans le cadre de l'organisation des élections. Désormais, on va les citer quand même. Le procès-verbal de centralisation ainsi que le procès-verbal de compilation par arrondissement sont établis en 4 exemplaires. Les procès-verbaux mis sous pli sont scellés. Donc, le pli destiné à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême, selon le type d'élection, le pli destiné à la Commission électorale nationale autonome
et l'exemplaire, chaque procès-verbal est détenu par le coordonnateur d'arrondissement. Le dernier procès-verbal de compilation des résultats de l'arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d'arrondissement. Et toutes ces mesures sont relatives au déroulement du scrutin. Mais c'est pour espérer un dénouement du scrutin, un dénouement professionnel du scrutin. Le dénouement maintenant. Les dispositions globalement sont restées les mêmes, notamment en ce qui concerne l'élection du président de la République. Les modifications concernent, les quelques modifications concernent plutôt l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'attribution des sièges, en fait, c'est le fameux article 240. Désormais, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national seront attributaires de sièges. Alors, je rappelle l'article 242 du Code électoral. L'attribution des sièges, le premier, le deuxième et le troisième alinéa, c'est classique, on le connaît. C'est la reconduction de la disposition ancienne. Mais on ajoute, donc le principe c'est le quotient électoral, n'est-ce pas? Et puis pour obtenir le quotient électoral, le nombre de voix obtenues par chaque, le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Et le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges. Et les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Seules, ça c'est le nouveau, les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution de sièges. Alors, attendez d'abord. Vous êtes pressés. Alors, cette disposition fait l'objet de commentaires. Ce que je vais dire ici n'est qu'une explication possible. Explication possible. Alors, vous pouvez vous remonter. Voilà. Les organes en charge de la détermination des résultats au regard de cette disposition, notre premier travail à faire, c'est l'établissement du pourcentage de suffrages recueillis par chaque parti en compétition nationale. Par chaque parti en compétition nationale. En compétition sur le plan national. Les 10% sur le plan national. Les 10% ce n'est pas par circonscription. Et d'ailleurs, cela ne peut pas en être ainsi. Établir donc le pourcentage de suffrages recueillis par chaque parti en compétition sur le plan national. Quand on va établir ce pourcentage, on met les données quelque part et on rentre dans la détermination du quotient électoral. On procède maintenant, on sort les données de l'établissement du pourcentage du plan national et on procède à l'attribution des sièges suivant la plus forte moyenne. L'établissement du pourcentage au plan national est déterminant parce que si, premièrement, on détermine à cet égard si le nombre de partis politiques en liste qui a obtenu 10% des suffrages est au moins égal à 4.